Une réforme explosive, Parcoursup, la fin annoncée du numerus clausus pour les études de médecine, des universités françaises à la traîne dans les classements internationaux, mais un Nobel de physique français. C'est une rentrée studieuse pour la ministre française de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Bonsoir Frédérique Vidal, bienvenue. Bonsoir. Alors ma première question porte évidemment sur cette crise politique qui secoue le gouvernement français. Je le disais, Gérard Collomb maintient sa demande de démission malgré la fin de non-recevoir d'Emmanuel Macron. Comment vous vivez cette situation? Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, je crois que c'est une situation qui évidemment est regrettable. Et moi, j'ai toujours extrêmement bien travaillé avec l'ensemble des membres du gouvernement et avec Gérard Collomb aussi. Ensuite, le Premier ministre a eu l'occasion de l'indiquer. Il fera au président de la République les propositions. Mais vous ne trouvez pas ça surprenant, cette nouvelle attitude des ministres qui soit claquent la porte en direct, comme Nicolas Hulot et maintenant Gérard Collomb, on lui dit non, il dit ben oui, c'est quand même étonnant, on a changé d'époque. Je ne sais pas si on a changé d'époque, mais en tout cas, c'est sa décision et il a eu l'occasion de le dire. Il souhaite retourner dans sa ville, à Lyon, préparer la campagne des municipales. Il l'avait annoncé. Et voilà, je crois que ça lui tient à cœur. Une fois de plus, c'est regrettable qu'il se soit mis dans cette situation qui finalement l'oblige à démissionner en indiquant son souhait de retourner à Lyon. Et c'est pas trop compliqué de vivre dans ce climat au sein du gouvernement? Vous savez, au sein du gouvernement, on est tous au travail. Je crois que c'est ça qui est vraiment important. C'est ce que le Premier ministre a rappelé aujourd'hui. L'impulsion qui a été mise en place, le fait que chaque ministre ait ses sujets, et vous venez d'évoquer ce qui, moi, m'occupe en ce moment de rentrée universitaire. Voilà, le gouvernement est au travail et je pense que nous avons de quoi faire encore devant nous. Alors, une bonne nouvelle pour la recherche française, puisque le prix Nobel de physique a été attribué à 3 chercheurs, dont un Français, Gérard Mourou. Alors, c'est au-delà de la fierté nationale. Qu'est-ce que ça peut apporter pour la France, pour les chercheurs, pour l'enseignement supérieur ? Alors c'est extrêmement important, d'abord parce que pendant, j'espère, quelques jours ou quelques semaines, eh bien c'est toute la physique française qui va être mise à l'honneur. Et ce sera aussi l'occasion, dans le cadre de la fête de la science, eh bien d'expliquer en fait les découvertes qui ont été faites par ces 3 chercheurs, et notamment par Gérard Mourou, qui sont évidemment de la physique de l'optique très pointue. Les lasers, oui, effectivement. Absolument. Et voilà, et je crois que ça, c'est évidemment très important de remettre toujours la science à l'honneur, au cœur de la société. Et c'est une très, très grande fierté, je crois, pour l'ensemble des physiciens français et au-delà, pour l'ensemble de la recherche en France. Alors avant de devenir chercheur ou chercheuse, là on a un prix Nobel féminin, il faut rentrer à la faculté. La troisième prix Nobel de physique. Et alors donc on en vient à ce système d'inscription, une réforme que vous avez menée, Parcoursup. Alors est-ce qu'aujourd'hui il y a encore des étudiants en attente? Est-ce qu'ils ont trouvé une place? Comment ça se passe? Alors, il y a un petit peu moins d'1 an, avec le Premier ministre, nous avons pris 3 engagements dans le cadre du plan étudiant. Le premier engagement, c'était de supprimer l'affectation par tirage au sort des étudiants dans l'enseignement supérieur en France. Le deuxième engagement, c'était de remettre de l'humain dans le système et de prévoir de mieux accompagner les étudiants dans leur diversité pour qu'ils puissent réussir dans l'enseignement supérieur. Et puis le troisième engagement, c'était de réduire le coût de la rentrée universitaire en 2018. La loi orientation et réussite des étudiants a porté cette volonté politique. Parcoursup, ça a été l'outil qui a permis de tenir ces 3 engagements. Et vous avez dit qu'il fallait l'améliorer, vous avez reconnu que le bilan était plutôt positif pour vous, et vous dites qu'il faut l'améliorer, alors comment? Alors on peut toujours améliorer un outil technique, et voilà, le ressenti de lenteur de la plateforme sur le mois d'août notamment, c'est quelque chose que nous allons prendre en compte. Et donc le calendrier va être repensé pour l'année prochaine, de façon à ce que les jeunes puissent avoir leur réponse plus vite. Et puis on va aussi probablement mettre en place un système automatisé pour qu'ils puissent, s'ils le souhaitent, partir en vacances et que leur réponse soit validée automatiquement comme ils le souhaitent.
Un maître de conférence de la faculté de Lille s'inquiète de voir des étudiants qui arrivent dans son cours et en fait n'avaient pas vraiment demandé, ils se retrouvent là un peu par défaut. Est-ce que ce n'est pas quand même regrettable que la France ne puisse pas offrir à des jeunes gens eh bien, la voie qu'ils souhaitent? Bien, vous citez un maître de conférence de Lille. Moi, hier, j'étais avec 180 représentants de l'ensemble des universités françaises qui tous me disaient à quel point la rentrée se passait de façon sereine et à quel point les étudiants qu'ils avaient en face d'eux, les milliers d'étudiants qu'ils avaient en face d'eux, étaient heureux de la mise en place de ces systèmes d'accompagnement sur lesquels, je crois, toute la démonstration de la force de ce système se verra dans les années à venir. On lutte contre 60% d'abandon en première année de licence. C'est le cœur du plan étudiant et c'est donc très important qu'on accompagne les étudiants. Alors certains pays comme la Suède ont choisi la sélection. On a l'impression que c'est encore tabou en France, la sélection. Alors il faut faire attention quand on essaye de comparer les systèmes. La Suède particulièrement a un système d'enseignement qui conduit beaucoup moins de jeunes jusqu'à l'enseignement supérieur. Et donc, les systèmes sont organisés de manière complètement différente. Donc, le système français ne serait pas adapté? Non, c'est pas ça, c'est qu'il est très différent et donc il est très difficilement comparable. En France, il y a énormément de filières sélectives. Toutes les classes préparatoires, tous les BTS, tous les IUT, les écoles, les prépas intégrés des écoles. Et il y a aussi en France la possibilité d'accéder à l'enseignement supérieur au sein des universités sans sélection. Et l'objectif, c'est vraiment que nous ayons le plus de jeunes diplômés, formés, parce qu'en France, plus que dans d'autres pays, et c'est dans le rapport de l'OCDE, un diplôme de l'enseignement supérieur protège, si je puis dire, du chômage. Et on est, sur les jeunes diplômés, à un taux de chômage qui est 2 fois inférieur à celui des jeunes non diplômés. Alors l'attractivité des universités françaises. Alors on va regarder les 2 classements qui sont quand même très connus, le palmarès mondial de Shanghai. On voit que l'université Paris-Sorbonne Université arrive à la 36e position. La France fait un peu mieux dans un autre classement, un THE 2019. Une université française entre dans le top 50. Il s'agit de Paris Sciences et Lettres. Vous devez connaître ces classements. Comment expliquer que la France soit aussi loin dans les classements? Alors d'abord, ce que je voudrais rappeler, c'est que apparaître dans ces classements, c'est faire partie des 2 ou des 5% des meilleures universités mondiales. Oui, mais on est quand même très loin. Être dans ces classements, c'est déjà faire partie des 2 à 5% des meilleures universités mondiales, puisque ce sont plus de 17 000 établissements qui sont en fait scrutés. La deuxième chose qu'il faut rappeler et qui est toujours très importante, c'est pourquoi et pour qui ces classements ont été mis en place. Et ce sont des classements qui, pour celui de Shanghai en tout cas, a été initié de façon à ce que les universités chinoises puissent se comparer aux universités anglo-saxonnes par rapport à l'état que l'argent que l'État chinois investissait dans son enseignement supérieur. Et donc les critères de classement des universités sont calqués sur les critères des universités anglo-saxonnes qui, là encore, sont extrêmement différentes des universités européennes en général. Alors justement, on va revenir à l'Europe. Vous voulez mettre en place un Erasmus+. Alors Erasmus, pour ceux qui connaissent, permet à des étudiants d'aller étudier dans d'autres pays. Comment ça va fonctionner? Alors, ce qui est très, très important, c'est, j'allais dire, l'importance de l'Europe pour l'enseignement supérieur et la recherche. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut rappeler en permanence. D'abord, le programme actuel, Horizon 2020, et le programme à venir, Horizon Europe, qui permettent de consacrer plusieurs dizaines de milliards d'euros à la recherche en Europe et à la recherche notamment collaborative dans les pays européens. Le dispositif Erasmus, dont nous souhaitons qu'il soit doublé de façon à permettre à beaucoup plus de jeunes de pouvoir voyager au sein de l'Europe. Et puis le projet de création d'universités européennes, c'est-à-dire des universités en réseau, dans lesquelles les étudiants comme les enseignants pourront se déplacer de manière totalement fluide, avec à terme des diplômes européens. Tout ça, c'est ce qui fait l'attractivité du système d'enseignement supérieur et de recherche européen pour des étudiants internationaux qui viennent d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, d'Asie, etc. Et pour ceux qui viennent de pays francophones comme les étudiants africains, là aussi, est-ce que vous souhaitez accompagner leur venue? Comment ?
Alors, sur les étudiants africains, le président a annoncé qu'il souhaitait un doublement des partenariats entre les universités françaises et l'Afrique. Mais on est sur un système comme par exemple avec l'université franco-sénégalaise ou l'université franco-tunisienne que nous sommes en train de créer. On est dans un processus où ce qui nous paraît très important, c'est de former beaucoup de jeunes dans ces pays par rapport au bassin d'emploi, par rapport aux besoins socio-économiques des pays et par rapport aux grandes questions et aux grands défis scientifiques de ces pays. Donc ce sont les 2 premiers projets qui sont en train d'être construits avec les premiers étudiants qui sont attendus dès la rentrée 2019 avec des projections des diplômes français dans ces pays. Merci Frédérique Vidal d'avoir été sur le plateau de 64 minutes. Merci beaucoup. Merci à vous.